Bonjour à tous et à toutes, nous sommes le samedi 12 avril et je suis toute contente de revenir par ici pour papoter un peu lecture à l'occasion d'un point lecture. Comme d'habitude, je vais vous parler de 2 livres que j'ai lus dernièrement et puis on va parler aussi des lectures que je viens de terminer et puis de ce que je suis en train de lire. Je n'avais pas pu venir depuis un petit moment puisque je suis partie, comme vous avez pu le voir dans les petits clips précédents, quelques jours au Portugal, ce qui était très très chouette. Et puis après, très très prise par les activités professionnelles, tout simplement. Je vais commencer ce point lecture en vous parlant d'un roman justement que j'ai acheté lors de mon petit rituel lorsque je pars en voyage au point relais de l'aéroport. Je me suis procuré Panorama de Lilia Hassen. Alors a priori, c'est un livre qui est assez connu, dont on a beaucoup parlé, puisqu'il a reçu, me semble-t-il, voilà, le prix Renaudot des lycéens en 2023. Je ne connaissais pas, mais en lisant la 4e de couverture qui parlait d'une dystopie se passant en France, j'étais très très attirée. Et j'hésitais entre lui et la femme de ménage numéro 2 et c'est Panorama qui l'a emporté et que j'ai commencé à déguster dès la montée dans l'avion. Alors, trêve de blabla, qu'est-ce que ce roman Alors, donc, comme je le disais, c'est une dystopie. Lilia Hassen, c'est une jeune journaliste, il me semble qu'elle a moins de 30 ans et qu'elle travaille au Petit Journal sur TMC. Il me semble l'avoir croisée, l'avoir déjà vue, mais bon, je ne savais pas du tout qu'elle écrivait. Dans ce roman, nous sommes en 2049 et la France a basculé dans une nouvelle ère, c'est l'ère de la transparence. Et pourquoi ce changement d'époque? Parce que en 2029, le peuple a pris le pouvoir après une courte révolution où en fait chacun se rendait sa propre justice. C'est un influenceur qui a commencé cette mode-là en trucidant son oncle qui l'avait violé et qui n'avait jamais été condamné par la justice. Donc cet influenceur s'était vengé, avait tué son oncle et durant quelques jours, ça avait été la folie dans toute la France. Beaucoup de gens se rendaient justice par eux-mêmes. Ça a été clôturé en instaurant une nouvelle ère, celle de la transparence. Et donc nous voilà en 2049, après à peu près 2 décennies de transparence. Il faut savoir que dans ce monde de la transparence, eh bien, ce qui a changé, c'est que tous les bâtiments, que ce soit privés ou publics, sont vitrés. Chacun peut voir ce que fait l'autre, chacun s'observe en permanence. Et évidemment, eh bien, la police est remplacée, on va dire, par la délation, puisque dès que quelqu'un fait quelque chose qui ne rentre pas dans les clous, aussitôt quelqu'un débarque et reprend les choses et recadre les choses. Alors évidemment, dans ce monde-là de la transparence, le taux de délinquance et de violence a bien évidemment chuté. En fait, ce monde, c'est un peu la continuité des vlogs et autres exhibitions sur les réseaux sociaux qu'il y avait dans les années 2000, 2010, 2020. Et en fait, maintenant, l'exposition de vie est devenue une priorité, une normalité même, ce qui a complètement changé le monde politique. Par exemple, les stories ont remplacé la presse. La justice, elle n'existe plus, on la rend de façon populaire, c'est-à-dire que les procès sont vus par tout le monde et ensuite chacun vote sur les réseaux sociaux. C'est absolument glaçant, terrifiant et en même temps super intéressant parce que je trouve que ça fait écho à plein de choses pas chouettes du tout et un peu inquiétantes qui se passent à l'heure actuelle et notamment par rapport aux réseaux sociaux, même s'il y a plein de trucs super que ça apporte. Alors, dans ce monde de 2049, dans cette ère de la transparence, eh bien, tu es considéré comme très bizarre, voire même suspect, si toi-même tu ne t'exposes pas. Et bien entendu, il y a des personnes qui ont fait le choix de rester vivre dans des quartiers des années 2020, où il y a encore de vrais murs.
voilà, des gens qui ont une vraie intimité, qui savent la préserver, qui sont conscients de l'importance de préserver leur intimité, eh bien ces gens-là sont considérés comme des marginaux, comme des gens suspects, voire même dangereux, en tout cas des gens qui ont des choses à cacher, et on se demande pourquoi, puisque personne n'a rien à cacher. Dans ce monde de la transparence, on s'expose en permanence, on vit entre soi, c'est-à-dire avec sa communauté virtuelle qui est devenue en fait réelle. Il y a des quartiers de célibataires, il y a des quartiers homo, des quartiers de personnes âgées, des quartiers de végétariens, etc., etc. Chacun se regroupe par communauté des réseaux sociaux qui sont devenus des vraies communautés dans la vie réelle en fait. Et parfois les gens ont même du mal à choisir le quartier dans lequel ils souhaitent aller habiter pour se protéger. Donc c'est un monde de l'entre-soi et de l'autosurveillance dans ces quartiers qui sont devenus majoritaires. J'ai trouvé cette dystopie à la fois glaçante, comme je disais, et très très intéressante. Et c'est vrai qu'une dystopie française autour de la montée du populisme et des dérives des réseaux sociaux, j'étais vraiment super emballée en début de lecture. Et puis, malgré toute la protection qu'assurent ces maisons vitrées et cette autosurveillance, hétérosurveillance permanente, voilà que dans une des communautés de transparents, en l'occurrence celle de méga riches, qui sont principalement des artistes ayant fait fortune ou beaucoup d'influenceurs ayant fait fortune, bref, dans leur communauté, dans leur quartier, eh bien, tous ces gens vont un peu tomber des nues. Et parce qu'en fait, un couple et leur petit garçon disparaît. Et personne n'a rien vu. Et on va retrouver quelques taches de sang dans la salle de bain. Donc gros mystère. Malgré les vitres, personne n'a rien vu. Alors Hélène, qui est flic, ou plutôt non, il n'y a plus de flics dans ce monde-là. Ce ne sont que des gardiens de protection, ils n'ont plus d'armes. En tout cas, Hélène, qui est une femme cinquantenaire, qui est très expérimentée, va se retrouver chargée de l'enquête de cette disparition de ce couple et de ce petit garçon. Et là, eh bien en fait, la très chouette dystopie qui était que je trouvais très alléchante, en fait, elle va vite tourner au roman policier, on va dire assez banal, j'ai trouvé. On dirait en fait que Lilia Hassen, elle est partie d'une idée géniale de cette dystopie et de ce constat de dérive sur les réseaux sociaux. Elle a construit un monde, mais qu'ensuite elle n'a pas trop su quoi en faire. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que ça m'a laissé. Pourtant, je trouvais qu'il y avait vraiment de quoi partir assez loin dans ce monde dystopique. Il y avait vraiment de quoi creuser. Mais non, elle transforme ça en simple policier avec juste cette particularité, c'est que c'est un roman policier qui se déroule dans un contexte futuriste. Alors, la dystopie s'arrête finalement à une critique que j'ai trouvée assez commune de notre monde actuel, des choses, des réflexions qu'on peut tous plus ou moins se faire quand on a du recul sur certaines dérives des réseaux sociaux, notamment sur les influenceurs qui sont devenus de vrais panneaux publicitaires, sur le like comme nouvelle religion, sur la communauté virtuelle qui est parfois par certains confondue avec qui est en tout cas prise comme une nouvelle famille, la disparition de l'intime parfois, la disparition de l'opinion personnelle et puis aussi la place très importante de l'écran dans la vie. Donc elle reprend un peu ces thématiques-là qui sont un petit peu inquiétantes parfois pour certaines personnes et ça c'était intéressant. Mais bon, en même temps ce sont des réflexions, on va dire, partagées quand même par beaucoup de gens, je pense, enfin j'espère. J'ai trouvé qu'il y avait en tout cas rien de bien révolutionnaire là-dedans, même si c'était très intéressant. Ça méritait d'aller plus loin et voilà, c'était un peu du coup un peu convenu, même si intéressant et puis courageux de l'écrire aussi. Et puis dans son intrigue policière, en fait, oui, bon, Lilia Hassen, elle va nous refourguer, j'ai trouvé pas mal de thématiques un peu à la mode, le populisme, le consentement, le climat, le harcèlement. J'avais un petit peu l'impression que comme si elle avait une liste à cocher en fait. Et
Et voilà, sur ces thématiques-là, qui sont très tendances et en même temps très très importantes, hein, je ne vais pas les minimiser, elle imagine l'évolution de ces concepts-là dans un futur, et ce qu'elle en retire, ce qu'elle imagine. J'ai trouvé ça parfois assez facile, voire même très naïf. Je ne dirai rien de plus parce que c'est un roman policier, donc il y a une enquête, il y a un dénouement, mais je ne vais rien dire là-dessus. Mais voilà, pour conclure sur ce roman, j'ai trouvé que c'était un début de roman vraiment intéressant et original, mais une seconde partie centrée sur une intrigue policière que j'ai trouvée en fait assez plate, enfin assez classique on va dire, moi qui m'a pas intéressée du tout. Mais attention, c'est parce que j'aime pas trop, enfin j'aime pas, je n'aime plus trop le roman policier, c'est plutôt mon truc, du coup je m'y ennuie assez facilement, mais ça c'est personnel. J'ai trouvé les personnages assez creux, assez ennuyés, manquant de réflexion. Voilà, l'écriture n'était pas très fouillée, donc voilà une seconde partie qui m'a laissé un peu en fait une impression de bâclage. Voilà, comme je le disais au début, l'impression qu'elle avait une super idée puis qu'elle n'a pas trop su quoi en faire. Pour conclure, cette fois-ci définitivement sur ce roman, j'ai trouvé que c'était un roman policier futuriste, quand même assez banal, plutôt qu'une réelle dystopie, hein. C'est vraiment pas... c'est pas réellement une dystopie, c'est un monde futuriste, imaginez. Une écriture et des réflexions assez faciles. Et en fait, je dois dire que je me suis globalement ennuyée avec cette lecture et que j'ai terminé le dernier quart en lisant très vite. Si vous aimez le roman policier qui se déroule dans des contextes originaux, ça peut vous plaire. Par contre, si vous aimez la bonne dystopie, vous risquez peut-être comme moi d'être un peu déçu. Voilà pour mon avis pour Panorama de Lilia Hassen. Et puis je viens enfin vous parler de Cabane d'Abel Quentin. Je dis enfin parce que j'en ai parlé, je l'ai cité à plusieurs reprises dans mes différents points lecture depuis 1 ou 2 mois. C'est un roman que j'ai lu en février, me semble-t-il, et que je n'avais pas encore pris le temps de me pencher dessus pour faire une chronique. C'est le dernier roman d'Abel Quentin, un auteur français dont j'avais adoré en 2021 son titre « Le Voyant des Tempes ». Alors son nouveau roman, ce dernier roman qui est paru en 2024, Cabane, eh bien ce roman raconte les trajectoires de vie des 4 scientifiques qui ont travaillé au début des années 70 à l'université de Berkeley sur un rapport économique et mathématique qui avait prévu la fin des ressources terrestres vers 2020 et donc l'effondrement climatique, économique et démographique vers cette date si on ne freinait pas rapidement la croissance et la consommation. D'ailleurs, entre parenthèses, ce rapport a vraiment existé, c'est le rapport Meadows qui a prévu la fin, le saccage des ressources dans nos terres et du coup la fin du monde tel qu'on le connaît dans les années 2020. C'est donc un rapport qui a vraiment existé, ça a été prouvé scientifiquement et ça n'a jamais été réellement pris en compte par les dirigeants économiques. Donc, pour les personnes qui sont assez éco-anxieuses, je déconseille ce roman parce que c'est tout de même assez flippant. Je ferme la parenthèse. Abel Quentin va raconter comment ce rapport va bouleverser la vie de ces 4 chercheurs, donc qui sont par contre là des personnages inventés, et donc on va suivre leur vie sur 50 ans, donc depuis l'époque où ils ont la vingtaine, où ils ont travaillé sur ce rapport en tant que chercheurs universitaires, ce qu'ils sont devenus, et puis toute leur vie durant 50 ans jusqu'à notre époque actuelle. Donc parmi ces personnages, il y a un couple d'Américains qui toute sa vie va tenter en vain de lancer l'alerte sur les conséquences de ce rapport et la nécessité de changer notre paradigme de consommation.
Il y aura également un Français qui fera fortune grâce à l'exploitation pétrolière, donc lui il part carrément dans l'autre camp, mais qui devra vivre avec de la culpabilité par rapport à ça. Et puis il y a un quatrième chercheur, un mathématicien norvégien, un jeune homme taiseux et très bizarre qui a lui vite disparu de la circulation. Alors, je dois dire que j'ai adoré ce roman qui est très très flippant parce que également l'écriture est très belle, les personnages sont originaux, très crédibles, très fouillés et puis la construction est vraiment bien maîtrisée. Abel Quentin, il aborde des sujets sociétaux contemporains vraiment graves et inquiétants, mais pour autant, il est parvenu à ne pas du tout tomber dans une espèce de côté moralisateur sur l'écologie, la nécessité de changer notre manière de consommer, etc. Ça, il nous le laisse deviner par nous-mêmes, hein. Enfin, chacun, je pense, en est conscient, mais là, il va plus se centrer sur les histoires de vie et sur la psychologie de ces 4 personnages qui, en fait, on va découvrir leur vie qui est marquée, toute leur vie va être marquée par le fait de savoir de façon sûre et certaine et prouvée scientifiquement que notre monde va s'éteindre. Et ils vont se confronter donc avec cette certitude déjà, donc qui fait très peur, et puis ils vont se confronter également à la minimisation de ce rapport par les économistes et les dirigeants qui en fait font juste des petits trucs écologiques pour satisfaire l'opinion et qui font absolument rien pour toucher à la sacro-sainte croissance. C'était absolument passionnant, moi c'est des thèmes qui m'intéressent beaucoup. Donc j'étais très très emballée par ma lecture et puis au moment où on croit avoir fait le tour avec bien des histoires arrivant aux personnages principaux, et bien là c'est loin d'être fini et le meilleur va arriver. Le meilleur va arriver avec un 4e personnage qui va apparaître ou plutôt réapparaître puisqu'on va partir et on ne s'y attend pas du tout à la recherche de ce chercheur disparu de la circulation, donc le Norvégien bizarre dont je parlais au début de ma chronique. On est à notre époque, et puis en fait un jeune journaliste qui s'ennuie un peu, qui a sa carrière qui stagne un peu, a pour projet de faire un article sur le 50e anniversaire de ce rapport qui a été un petit peu enfoui, enterré. Il va essayer d'interviewer les protagonistes, chercher à savoir s'ils sont toujours vivants et les interviewer. Et puis il va... le fait que ce personnage norvégien ait disparu, ça va l'intriguer. Il souhaite l'interroger, donc il va se mettre à partir à sa recherche parce qu'il sent qu'il se passe quelque chose avec ce personnage. Je n'en dis pas plus, mais le roman vire carrément au thriller, et alors là, un thriller vraiment palpitant. La surprise, le suspense et l'horreur sont vraiment au rendez-vous. C'est crédible, très crédible, ce qui se passe dans nos sociétés actuelles. C'est très intelligent et j'ai adoré la manière dont Abel Quentin fait se transformer ce roman. J'ai beaucoup aimé ce thriller social très contemporain, bien angoissant, qui développe des réflexions profondes sur l'écologie, sur l'économie, mais aussi sur la psychologie et la survie, et on pourrait rajouter sur l'hypocrisie humaine. La plume d'Abel Quentin, elle est riche, elle est très développée, tout en restant fluide. Il n'y a pas de longueur, il y a beaucoup de texte, c'est très développé, mais c'est toujours en rapport avec son propos. Il n'y a aucune digression inutile. Je le trouve vraiment talentueux. J'ai lu dernièrement qu'il était un peu comparé à Balzac, et oui, je peux comprendre. Alors, donc, gros coup de cœur pour ce roman, petit bémol tout de même, mais alors là, c'est extrêmement personnel. Abel Quentin, il use beaucoup d'ironie et de sarcasme sur les personnages qu'il annonce, principalement sur les personnages. Et moi, je ne supporte plus l'ironie, le sarcasme dans aucun domaine en fait, de ma vie. Enfin, c'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de mal. Je préfère les choses très claires, les choses dites en face et clairement.
voilà, ça m'agace assez facilement, le sarcasme et l'ironie, et j'aime pas, du coup, en lecture, j'aime pas que l'auteur, enfin j'aime bien que l'auteur reste discret, voire neutre quant à ses opinions. Donc ça a pu un petit peu m'agacer, mais c'est très très personnel, ça n'engage que moi, et ça ne gâche absolument rien en la qualité littéraire de ce roman, Cabane d'Abel Quentin. Voilà, c'est de la très très bonne littérature selon moi. C'est tout ce que j'aime là-dedans et je recommande chaudement cette lecture. Alors, au niveau de mes lectures récentes et de mes lectures en cours, j'ai lu durant mes petites vacances et au retour Le Colibri de Sandro Veronesi dans le cadre du challenge Lire des auteurs italiens. Je n'en parlerai pas ici, je ferai très bientôt mon retour lors d'un point lecture. Très très jolie couverture. J'ai également lu un roman des éditions À la Flamme, Gertrude et compagnie de Claudine Londres. C'est un roman que j'ai eu la chance de lire en avant-première, puisque les éditions À la Flamme le sortent, me semble, vers le 20 avril, et m'ont proposé de le lire, pensant que ça pouvait me plaire. Donc ça m'a plu, je ne vais pas le cacher, donc merci à eux de m'avoir fait confiance et de me l'avoir proposé. J'ai beaucoup aimé cette lecture, j'en reparle très vite. Je suis en train de lire Le Château de Pic Tordu, qui est un conte de George Sand et qui me fait beaucoup de bien, puisqu'on est dans un univers un peu merveilleux. C'est un conte pour enfants. J'ai un petit peu besoin de ça ce week-end, je suis assez fatiguée. Donc Le Château de Pic Tordu de George Sand, qui devrait être terminé, je pense, cet après-midi ou ce soir. Et puis j'ai prévu de commencer demain, toujours dans le cadre du challenge Lire des auteurs italiens, Borgo Sud de Donatella Di Pietrantonio, une auteure italienne que je ne connais absolument pas. Donc je pense que je vais commencer demain. Et bien voilà pour ce point lecture. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez ces titres, si vous connaissez Abel Quentin, si vous avez lu Cabane ou Le Voyant des Tempes ou d'autres titres de cet auteur. Il a sorti un autre, il a déjà publié 3 ou 4 romans, mais je n'en ai lu que 2. Si vous avez lu aussi Lilia Hassen Panorama, votre avis m'intéresse beaucoup. Je vous attends en commentaire pour papoter lecture ou autre. N'hésitez pas à passer y faire un petit coucou, même si ce n'est qu'un emoji, ça fait toujours super plaisir de savoir que vous êtes là. Et puis à me dire ce que vous lisez en ce moment, si vous passez des bons moments de lecture. En tout cas, je vous le souhaite et je vous souhaite un excellent week-end. Je vous dis à très bientôt.